Radiophonique de Walter Benjamin, publié chez Alia, avec Philippe Baudouin et Philippe Ivernel. Avec, pour commencer cet extrait sur le théâtre et la radio, signé Benjamin, il est recommandé de laisser de côté toutes les susceptibilités pour constater fermement la radio représente par rapport au théâtre non seulement la technique la plus neuve, mais aussi celle qui est la plus exposée. Un texte qui date des années 30 où l'on découvre toutes les possibilités de la radio et en particulier la création radiophonique ou comment la littérature et le théâtre peuvent utiliser ce nouveau média en créant de nouvelles formes dont Benjamin a tout de suite perçu l'intérêt et l'ampleur. Une réflexion philosophique, pédagogique et littéraire. 90 émissions, des pièces radiophoniques, des créations, des réflexions sur la radio. L'œuvre écrite pour la radio de Walter Benjamin est conséquente. Elle a déjà fait l'objet de certaines publications. Alors, pour le livre publié chez Alia, titré Les écrits radiophoniques de Walter Benjamin, traduit par Philippe Ivernel et regroupant pièces radio pour enfants, modèles radiophoniques et théorie de la création radio, il fallait faire un choix particulier que nous explique Philippe Baudouin. On a décidé de mettre l'accent sur des textes radiophoniques inédit en français. Il y avait effectivement plusieurs publications qui avaient vu le jour en français, les 3 pièces radiophoniques et les lumières pour enfants. Donc à la fois des Hörspiel, ce qu'on appelle des Hörspiel, peut-être on y reviendra plus tard au cours de la discussion, et des textes, des conférences radiophoniques à destination du jeune public qui avaient déjà été traduits et édités notamment par les éditions Christian Bourgois il y a longtemps de ça. Et du coup, on a décidé de mettre l'accent sur des textes qu'on a souhaité défricher, retrouver, avec en tête cette idée de de souligner l'importance peut-être d'une certaine écriture inspirée par le théâtre, et notamment Brecht, mais pas seulement, mettre l'accent dessus pour essayer de réfléchir de quelle manière Benjamin avait choisi d'entreprendre un petit peu ce travail pour les radios de Francfort et de Berlin à partir de la fin des années 20. Et du coup, c'est toute une réflexion qu'on a découverte ou redécouverte à travers ces pièces radiophoniques, mais également des fragments théoriques sur le médium radiophonique. Voilà. Et peut-être s'il y a un critère ou quelques critères, c'est certainement ceux de la mise en scène radiophonique, de la mise en onde, du jeu d'acteurs, et du coup d'une certaine manière de l'influence du théâtre sur l'écriture radiophonique. Il faut dire qu'on est dans l'époque de Brecht, évidemment, qui a une grande influence sur la vision du théâtre moderne dans cette époque-là. Dans quelles circonstances Walter Benjamin arrive à faire de la radio ? Je crois que sa thèse est rejetée dans les années 1925, par là autour, et il doit se tourner vers des travaux alimentaires. Est-ce que ça ne commence que comme ça, entre guillemets, par des travaux alimentaires ? Philippe Ivernel. Oui, j'aime pas beaucoup ce terme d'alimentaire. J'ai mis les guillemets, mais on les voit pas à l'écran. Parce que le travail que fait Benjamin en direction de la presse, des revues de l'époque, aussi bien que de la radio, voire du cinéma, à mes yeux n'a rien d'alimentaire, pour autant qu'il ne trahit en rien les conceptions générales de Benjamin en matière d'art, de culture et de politique. Donc ce sont des travaux qui s'inscrivent véritablement dans le contexte authentique de l'écriture benjaminienne, des écritures benjaminiennes. Meine Schriftstellerei, comme il dit, mes écritures. Donc, alimentaire, évidemment, ne pouvant obtenir d'emploi à l'université, rôle qu'il aurait extrêmement bien tenu sans doute, parce qu'il est moins anti-universitaire à cet égard qu'on ne le dit, quoi. À défaut d'obtenir un emploi de ce type, il est jeté sur le marché de l'édition, de la presse, etc., en concurrence avec beaucoup d'autres, bien entendu. Donc il n'est pas fonctionnaire, c'est un écrivain libéral, au sens qu'on comprend bien, indépendant en quelque sorte, et c'est malgré tout, en toute indépendance, qu'il se tourne vers ses travaux alimentaires. La seule coercition qui s'exerce sur lui étant tout de même celle de la survie matérielle. Alors, matériellement, il survit pendant un certain temps grâce à la fortune de ses parents, mais bientôt, il se trouve en voie de prolétarisation accélérée. Alors qu'un homme dans cette condition ne rechigne pas
à gagner un salaire par les moyens qu'il peut, cela me semble tout à fait de bonne aloi, quoi. D'autant plus que la radio est un terrain encore à défricher, où les expérimentations sont possibles, elles le sont toujours d'ailleurs, mais disons il y a beaucoup de terrain à découvrir, de choses à essayer, et c'est aussi, je pense, ce qui intéresse Walter Benjamin, de s'essayer dans plusieurs formes, et peu à peu de gagner sur la création vraiment radiophonique. En fait, je trouve que finalement, pour y réfléchir un petit peu, y avoir réfléchi un petit peu, le terme d'invention radiophonique, à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 20, est presque dénué de sens, de signification. Tout est inventé, en fait. Faut pas oublier une chose, c'est que les émetteurs, les stations de radio, ont vu le jour au tout début des années 20. Donc on est à peu près à cette époque-là, lorsque Benjamin parle pour la première fois au micro en 1927, la radio n'a que quelques années d'existence et du coup de développement. Donc tout est encore à écrire, à créer, à inventer, à imaginer. Alors effectivement, il y a une certaine excitation chez lui dans ces années-là, au vu de ce qui reste à faire, de ce qui reste à défricher. Et c'est notamment par l'intermédiaire d'un ami d'enfance, Ernst Schoen, que Walter Benjamin va avoir l'occasion de s'exprimer pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, en lien avec la question de l'écriture poétique russe. C'est la première fois qu'il s'adresse aux auditeurs. À ce propos, il revient d'un séjour à Moscou, dont on connaît le fameux journal, et Benjamin choisit effectivement de proposer aux éditeurs de la radio un compte-rendu de l'état de l'écriture littéraire et poétique russe, et c'est pour lui une manière de se baptiser, en fait, entre guillemets. Le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais ce sont ses premiers pas dans les couloirs de la radio allemande, et en même temps, on peut le penser, ça sera une expérience déterminante pour lui, parce que il va y avoir tout un imaginaire qui va se développer chez lui à partir de cette expérience-là, toute une envie de créer et d'écrire pour la radio, puisque à partir du début de l'année 1929, très rapidement, il va avoir cette idée, il va être sollicité, et en même temps, il va y avoir un désir chez lui de s'adresser à un public auquel il ne s'adresse jamais, qui est celui des enfants et des adolescents. Et il va écrire un certain nombre de conférences qu'on pourrait qualifier d'expérimentales, où il va à la fois s'inspirer de la tradition du conte de fées, et en même temps y insérer d'une certaine manière des éléments de la vie quotidienne. Mais tout ça passe d'abord par des émissions littéraires. Il commence par... c'est son intérêt par la littérature aussi qu'il arrive à traduire, à explorer à travers les premières émissions qu'il fait. C'est aussi une expérience, entretien, chronique... C'est une question de confrontation. Effectivement, c'est une question de transposition de médium, de changement de médium et de possible adaptation, adaptabilité de l'écriture littéraire à la voix des ondes. C'est ça en fait qui se joue aussi chez Benjamin. C'est par le biais de cette expérience-là, de la transposition de l'expérience littéraire à la radio, qu'effectivement va peut-être pouvoir germer en lui un désir d'expérimenter avec d'autres formes, d'autres matériaux que la simple plume et les idées et le récit possible chez l'écrivain, chez le narrateur. Effectivement, cette volonté de se confronter à un nouveau médium qui a 1000 potentialités, a fortiori à cette époque-là. Et c'est aussi une période, il faudrait peut-être le souligner, d'expérimentation, de liberté d'expérimentation et d'expression qui va très très vite se réduire à une peau de chagrin, puisqu'on connaîtra par la suite l'instrumentalisation de la radio que feront les nazis. C'est après là où il avait arrêté de faire de la radio d'ailleurs. Oui, parce que très très vite en fait, les stations de radio vont subir la mainmise en fait des directions étatiques, et puis une censure plus qu'explicite, plus qu'importante dans les comités de direction de radio. Et Benjamin à l'époque, on le sait bien, avait un certain nombre d'amitiés communistes, y compris au sein même des autres auteurs de radio, et c'était extrêmement mal vu, et très très rapidement il va être censuré, il va vite comprendre qu'il n'a aucun avenir en tout cas dans ce domaine-là, et très très vite à partir de la fin des années de l'année 1932, Benjamin va comprendre que c'est terminé pour lui en ce qui concerne la radio, et qu'il va devoir survivre par d'autres moyens, ou en tout cas faire évoluer son travail par d'autres biais. Alors, ce qui est, vous le disiez
tout à l'heure, Philippe Hivernel, ce qui est passionnant et ce qui est intéressant aussi chez Benjamin, c'est que même s'il avait des tendances peut-être universitaires, pas si voilées ou pas si impossibles que ça, sa position lui donne la possibilité d'explorer de manière très libre certains domaines, de les confronter les uns aux autres et de trouver sa voie, j'allais dire, au milieu. De parler de littérature et en plus à la radio, cette confrontation-là avec le savoir philosophique qu'il a et l'intérêt qu'il a pour la philosophie, pour la question de l'art, qui est encore en gestation, c'est un lieu, un creuset particulier, disons. C'est une chance finalement pour lui, la radio aussi. Et parfaitement, oui. Vous voyez bien les choses. Alors, il précède à travers ce médium toute la réflexion menée sur l'irruption de la technique dans les grands moyens de communication, que sont la photographie, le cinéma, etc. Autrement dit, la fréquentation de la radio anticipe ces réflexions bien connues sur la photographie et sur le cinéma. Et sur la reproduction dans l'art. C'est la question de l'art à l'époque de sa reproductibilité technique, c'est-à-dire aussi à l'époque de sa reproductibilité massive. Donc la radio lui offre un public très large, alors qui justement dépasse celui des universitaires, des étudiants, auquel il aurait pu être condamné. La radio est avant cela déjà à la presse, mais le spécifique du travail radiophonique, c'est précisément la confrontation avec une technique qui remet en cause la tradition littéraire. Voilà. Donc, mais pas que négativement. Enfin, la question de la communication, la question de l'utilisation de cette technique, on peut encore, dans son idée, en faire quelque chose, j'allais dire, de positif. On peut pas le regarder uniquement depuis notre époque aujourd'hui, et avec toutes les, je dirais, tout ce qui en a été fait depuis. Alors, tout à fait. Évidemment, le concept même de communication est, comme on sait aujourd'hui, galvaudé, pour ne pas dire perverti. Il se réduit à un effet de publicité, en général, quoi. Avantageux et complaisant. Donc, ce n'est pas cela du tout. Encore que dès l'époque de Benjamin, la chute de la radio dans la barbarie, je n'invente rien, c'est un terme que l'on peut trouver sous la plume de Benjamin, est déjà esquissé. Donc la radio est un lieu de conflit, quoi, entre les tendances diverses qui peuvent l'articuler. Donc il parie effectivement pour la possibilité d'un usage émancipateur de la radio, et non pas simplement consommateur. Alors, cette tentative pour dépasser le stade de la consommation culturelle, du bas niveau de la communication au profit d'un haut niveau de celle-ci. Chaque chose, comme on sait, comporte un haut et un bas niveau. Alors, cette tendance pour sortir de la radio à un niveau supérieur de communication, diversifié, radicalisé par la technologie et par l'audience de masse, cet effet-là, cet effort-là, n'est pas vain, quoi. Et à mon avis, il continue à permaner aujourd'hui. Donc le sort de la radio n'est pas joué une fois pour toutes, quoi. Et selon ce que Benjamin appelle les constellations historiques, il y a une chance révolutionnaire pour la radio et pour les grands moyens de masse, de diffusion de masse. Une chance aussi de s'adresser, de faire jouer un auditeur qui n'est pas simplement passif, mais je crois qu'il est partie prenante dans le processus d'échange radiophonique. En fait, je pense que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit chez Benjamin, c'est que la radio est un laboratoire. C'est un laboratoire technique, littéraire et philosophique. Technique parce qu'effectivement, il y a une tentative, une possibilité, un désir, je le disais tout à l'heure chez Benjamin, d'expérimenter avec les matériaux dont dispose la radio. La voix, la parole, bien évidemment, les bruits, la musique. Donc une tentative d'écrire et de composer avec les possibilités techniques de la radio. Ça, c'est une chose. Il y a effectivement également une possibilité d'expérimentation littéraire, puisque, on le sait, Benjamin écrira plus tard, en 1936, un texte, Le Narrateur, sur la crise de la narration, une crise qu'il entrevoit déjà en 1933 avec Expérience et pauvreté, et il nous explique que l'art de raconter des histoires est en train de se perdre.
Et finalement, on peut se poser la question de savoir si l'expérience de la radio chez Benjamin, notamment celle de s'adresser au jeune public, n'est pas une volonté chez lui d'éprouver cette difficulté-là de manière pratique, en se demandant si dans cet organe de presse, dans cet instrument de communication qu'est la radio, celle-ci qui, a priori, c'est ce qu'il explique dans ces textes-là, ces textes postérieurs du coup, cet instrument qui présenterait le danger de réduire à l'état de néant la question du récit, de la narration, eh bien, effectivement, Benjamin se posait la question de savoir si, d'une certaine manière, il n'y aurait pas une possibilité de poursuivre ou de faire survivre, quelque part, la question de la survivance, effectivement, d'une certaine forme d'aura, employons le terme. C'est le mot, voilà. Le mot clé. Une des notions clés de Benjamin, la question de l'authenticité, eh bien, effectivement, s'il n'y aurait pas une certaine forme authentique de parole, d'un raconteur, peut-être un raconteur radiophonique, je ne sais pas, il faudrait peut-être se poser la question. Donc un laboratoire, je le disais, d'expérimentation littéraire qui s'opérerait sur ce plan du récit, de l'histoire radiophonique, et puis pour terminer un laboratoire philosophique, puisque on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement Benjamin fait l'expérience de la reproductibilité avant même de penser cette question. Il fait l'expérience pratique de la reproductibilité par le biais du microphone, dans les studios de radio. Lui-même, il devient quelque part un objet d'expérimentation en s'exprimant au micro, en s'adressant aux auditeurs, et puis surtout en composant des œuvres radiophoniques. Non seulement ses premiers pas se font dans le domaine littéraire, dans ceux de la chronique littéraire, mais il essaye de réfléchir à de possibles formes qui viendraient renouveler l'écriture radiophonique, la mise en onde radiophonique, avec notamment le Hörspiel qui existe déjà. Benjamin ne l'invente pas. Par contre, il essaie de le dépoussiérer un petit peu, non seulement en s'adressant aux adultes, mais également aux enfants, en essayant de réfléchir à une forme qui se situerait entre le divertissement et une possible popularité ou vulgarisation littéraire, scientifique, etc. Donc une forme à mi-chemin entre la popularisation peut-être radiophonique, scientifique, culturelle, et le divertissement, l'entertainment. Donc c'est assez périlleux pour lui à cette époque-là. Il y a également les modèles radiophoniques dans lesquels Benjamin travaille avec un collaborateur qui s'appelle Wolf Zucker, où il est question de proposer aux auditeurs une possibilité de se débrouiller dans des situations de la vie quotidienne, comme celle de demander une augmentation de salaire à son patron, ou une manière de s'excuser auprès de son épouse lorsqu'on a oublié son jour d'anniversaire. Et qu'est-ce qu'il entend par modèle? Qu'est-ce que ça veut dire, ce modèle? Alors, le modèle, chez Benjamin, dans l'esprit de Benjamin et de Zucker, à cette époque-là, est tout sauf un référent. Il faut entrevoir cette question de modèle bien plus comme celui de modèle réduit. C'est une miniaturisation, un microcosme. On le sait bien, Benjamin a toujours été intéressé par la micrologie, le discours sur le minuscule. On connaît ses collections de jouets, de timbres, de cartes postales. Son écriture même. Et son écriture, bien évidemment, extrêmement ramassée, pointue, qu'on peut voir à partir d'un certain moment de sa vie, dans ses petits carnets d'adresses, etc. Et Benjamin pense qu'effectivement, la réflexion philosophique, littéraire, se trouve dans le détail, se trouve dans le modèle réduit, dans le minuscule. Modèle réduit de la société, donc de certains aspects de la société. Voilà, qui, effectivement, on le lit dans Augmentation de salaire, où avez-vous donc la tête, on le lit, peut prêter à la caricature. Alors, c'est une question qu'on s'est posée avec Philippe Ivernel, de savoir effectivement quelle avait été l'intention de Benjamin lorsqu'il présentait de manière assez schématique, d'un côté le patron, le manager, le responsable, hiérarchique, etc. Et d'un autre côté, à la fois l'hésitant, monsieur l'hésitant et monsieur le vif. Monsieur l'hésitant étant l'employé qui ne parvient pas à obtenir son augmentation de salaire, et monsieur le vif qui est évidemment, par tout un discours rhétorique, réussi dans cette tentative d'arracher à son patron une somme considérable d'argent.
C'est travailler sur des stéréotypes pour dégager quelque chose qui serait de l'ordre d'une réflexion plus large, plus philosophique ou plus... Travailler sur des stéréotypes pour les dénoncer. Et pour faire passer ça de manière plus populaire. Il y a ce côté didactique, disons, qu'on pourrait évoquer, cette volonté peut-être d'enseigner aussi ou de transmettre quelque chose. Il y a surtout un goût pour la provocation, en fait, chez Zucker et Benjamin, qui ont écrit ces modèles radiophoniques dont on parle. Un goût de la provocation pour dénoncer la vacuité et l'absurdité du système capitaliste, mais qui n'est pas dénué chez eux d'une volonté didactique, bien évidemment. Oui, la notion de modèle est à rapprocher effectivement de la maquette ou du modèle mathématique. Ce sont des schèmes dramatiques en quelque sorte qui vont permettre d'opérer sur des situations concrètes. C'est cela le sens qu'il faut donner à ce terme de modèle. Ce n'est pas du tout celui d'exemple au sens normatif. Au contraire, ces schèmes dramatiques, modèles ou maquettes, vont servir à opérer dans le cadre de situations bien déterminées qui peuvent être appelées à varier. Donc les modèles sont des façons d'intervenir de façon variable sur des situations variables. Ils jouent beaucoup effectivement sur les prototypes, les stéréotypes, enfin, etc. Les figures, en quelque sorte, déterminées et déterminantes au sein de l'ensemble social, de la constellation historique telle qu'elle se présente à cette époque, grosso modo en 1930, au moment où la République de Weimar est en train d'entrer dans sa crise finale, quoi. Et où on se demande s'il est encore possible de sauver quelque chose de la République allemande. Donc il s'agit de modèle dans ce sens, et dans ce sens, le terme de modèle comporte effectivement un élément didactique fort, ça c'est évident. Et ce didactisme, à mes yeux, n'a rien de déplaisant. Je sais que dans l'idéologie dominante aujourd'hui, le terme didactisme est à tort rejeté, enfin, comme étant avilissant. L'art ne se compromet pas avec le didactisme. C'est cela, aujourd'hui, l'idéologie dominante. Or, c'est cette idéologie-là que conteste Benjamin, y compris dans sa collaboration avec Brecht, dont il devient de plus en plus proche à cette époque-là. L'une des premières conférences radiophoniques de Benjamin porte justement sur la figure de Brecht. Elle s'intitule Bert Brecht. C'est une sorte de portrait politico-philosophique de Brecht. Portrait qui sera suivi d'autres études de Benjamin sur la notion de théâtre épique. Et il y a deux versions de cette étude sur le théâtre épique, et dans sa présentation du théâtre épique, Benjamin met l'accent sur la notion de geste. Le théâtre épique est un théâtre gestuel, et il ne faut pas, en l'occurrence, confondre geste et action. On obtient le geste par interruption de l'action. Le théâtre épique est donc un théâtre disruptif, interrupteur en quelque sorte, ce qui rejoint l'idée de montage ostensible. Non pas de montage dissimulé, enfin, etc., comme le veulent les tenants de l'œuvre d'art dite organique. Nous avons là une œuvre d'art qu'on dira de montage, justement parce qu'elle met en avant ce principe disruptif, interruptif, dans sa constitution. L'interruption est quelque chose d'important dans cette pensée-là. C'est très important. Alors, on va opposer geste à action dans la mesure où on obtient un geste par interruption de l'action. Si je déploie comme ça mon bras, mais que, au lieu de le déployer comme ça d'un seul et même mouvement, je passe à travers toutes les transitions du déploiement, on peut imaginer que chacun de ces moments transitoires est à la source d'une possible bifurcation. Donc la notion de geste, de théâtre gestuel, ou d'écrit gestuel tout aussi bien, de parole gestuelle, implique que une chose n'est pas déterminée a priori, mais qu'elle peut laisser la place, à certains moments pivots en quelque sorte, à des bifurcations. Il y a toujours la possibilité de la surprise. De la surprise et du même coup, à travers la surprise, d'une possibilité de bifurcation qui travaille dans le sens de l'émancipation par rapport au déterminisme fataliste, quoi. Cette question du geste est intéressante. On voit bien au niveau théâtral où elle peut nous amener, mais au niveau radiophonique ou au niveau
radiophonique et théâtre, ou disons mise en onde, comment ça peut rejaillir, ou comment ça peut être traduit au niveau du son, au niveau de la voix, au niveau... Ce qui est intéressant, c'est que ce dont parle Philippe Hivernel par rapport à la notion brechtienne d'interruption, et puis celle également de geste, c'est que justement, chez Benjamin, en ce qui concerne la radio, la bifurcation, c'est l'éveil. La bifurcation, c'est la possibilité, bien évidemment, de l'interruption émancipatrice, mais surtout de l'éveil de l'auditeur. Il y a 2 pièces de Hörspiel, pour enfants d'ailleurs, qui, selon moi, illustrent bien cette idée-là, ou du moins cette inspiration brechtienne dans le travail de Benjamin pour la radio. Ce sont Le Cœur froid et Radha Kasperl, Charivari autour de Kasperl, qui sont 2 pièces extrêmement ludiques qui jouent avec les codes de la radio. Et je pense que d'un point de vue radiophonique, s'il y a bifurcation, s'il y a interruption, et donc s'il y a possibilité d'éveil, cela se joue précisément dans ces 2 pièces radiophoniques-là. Dans Le Cœur froid, il y a une sorte de mise en abîme, de dévoilement technique de l'appareil radiophonique, tout simplement dans justement le caractère ostensible de la transposition du conte de Wilhelm Hauff. Le Cœur froid, c'est un conte d'un auteur oublié aujourd'hui, d'un auteur allemand, Wilhelm Hauff, qui n'est pas oublié en Allemagne, bien évidemment, mais dont le nom ne fait guère écho, en tout cas aux lecteurs francophones, effectivement. Il a peu d'incidence aujourd'hui dans l'histoire de la littérature, effectivement. Mais ce qu'il y a d'important de dire, c'est qu'il y a un désir chez Benjamin de dévoiler l'appareillage radiophonique dans cette mise en onde du Cœur froid, parce que bien évidemment on retrouve les personnages du Cœur froid, on retrouve les monstres, les petits personnages, les enfants, les fées, etc. Mais ces personnages-là s'interrogent sur le fait de se retrouver dans une émission de radio. Avec un speaker, avec un homme de radio qui intervient comme personnage. Voilà, et ce personnage-là, il a une place très importante chez Benjamin, parce que c'est lui qui fait l'intermédiaire entre la fiction et la réalité, mais également entre la radio et les auditeurs. Et donc, il y a une volonté de rupture, en tout cas d'interruption chez Benjamin, qui permet, selon moi, d'éveiller à l'appareil, au rouage du médium radiophonique, mais également à ses possibilités d'utilisation à rebours. C'est-à-dire la possibilité dont dispose la radio d'instrumentaliser la voix, son message. Il faut rappeler qu'on est dans les années 1931-1932, très très proche de la catastrophe, et Benjamin semble pressentir tout cela. Effectivement, il sait pertinemment qu'il est en train, en tout cas j'ose imaginer qu'il est persuadé d'être en train de bénéficier des derniers instants de liberté d'expression radiophonique. Et donc il s'empare de ça en usant des matériaux de la radio, avec humour, bien évidemment, avec ironie et avec distanciation. Et cette même distanciation qu'on pourrait peut-être qualifier d'épique, pour reprendre ce terme brechtien, on retrouve cette volonté dans la pièce pour enfants Charivari autour de Kasperl, où l'on suit un petit personnage bien connu des enfants de l'époque, Kasperl, qui est un personnage, une sorte de marionnette, personnage traditionnel des foires, des fêtes foraines, etc., connaissent parfaitement les enfants de l'époque. Et Benjamin choisit volontairement de prendre ce personnage traditionnel, pour le projeter, pour le propulser dans une scène, dans différentes scènes d'ailleurs, différents Charivari, puisque dans la composition de cette pièce-là, on peut distinguer différents Charivari, différents chahuts, différentes... Charivari, c'est lié au carnaval aussi. Exactement. Donc il y a toute une esthétique qui est véhiculée par ce terme-là de Charivari, de tohu-bohu, aussi, parce que c'est non seulement sur le plan visuel, mais là, effectivement l'image qu'on peut se construire effectivement en tant qu'auditeur de ce Charivari de Kasperl, c'est celui également du brouhaha. Effectivement. En fait, ce que provoque Kasperl dans cette fuite, parce que il faut bien préciser une chose, c'est que tout au long de cette histoire, de ce Charivari, on imagine Kasperl, ou en tout cas on l'entend, fuir les hommes de la radio. Puisque les hommes de la radio et ce certain monsieur Forjangel qu'il rencontre au début de l'histoire, ce personnage va à tout prix interroger et ramener Benjamin devant le micro, tout comme il le fait d'habitude pour interroger et interviewer les célébrités. Kasperl est une célébrité de l'époque, il veut à tout prix l'avoir au micro de la radio, et Kasperl prend la fuite
très rapidement et va croiser des endroits qui comptent beaucoup pour les jeunes auditeurs de l'époque, la fête foraine, le zoo, le magasin de jouets, etc., etc. Et on va découvrir strictement sur le plan sonore, et ça c'est très intéressant, il y a une volonté chez lui d'expérimenter avec les ambiances sonores, les bruitages, les voix d'enfants, la musique, etc., de faire reconnaître aux auditeurs des lieux qu'ils connaissent parfaitement, seulement par le biais de la musique, de l'ambiance et des voix. Tout ça avec très peu de mémoire, d'archives, de traces, de tout ça. On a un tout petit extrait, je crois, d'une des pièces, et pas la voix de Walter Benjamin. Alors, cette question est assez complexe à aborder. On dispose aux archives de la radio allemande qui se trouve à Francfort de 18 minutes, seulement 18 minutes sur 90 émissions rédigées et réalisées par Walter Benjamin, entre 1929 et 1932. Donc c'est peu. Mais ça donne à entendre cette forme d'écriture assez singulière chez lui et ce désir de dévoiler les rouages et l'écriture, les jalons, les fondements de l'écriture radiophonique chez lui. C'est très intéressant. En ce qui concerne la voix, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Stéphane Hessel, qui, on le sait, a connu Benjamin, l'a rencontré à plusieurs reprises, jusqu'en 1940, et donc a entendu la voix de Benjamin. Et je l'avais rencontré en 2011, quelques années avant qu'il ne disparaisse, et il m'avait dit cette chose assez émouvante, c'est que je lui avais fait écouter cette archive, qui est un extrait de Charivari autour de Casperle, de cette pièce radiophonique-là, et il y avait un doute, il existe toujours d'ailleurs ce doute-là, sur une des voix, qui est celle de Casperle, qui est le personnage principal, et dans la distribution, dont on connaît par l'intermédiaire des journaux radiophoniques de l'époque, cette distribution dont on connaît effectivement les détails, il reste un mystère qui est l'interprète de Casperle. C'est-à-dire qu'en face du nom de Casperle, dans les journaux radiophoniques de l'époque, on trouve le nom de Casperle. Donc ça pourrait être Walter Benjamin, si j'ai bien compris. Effectivement, on a très envie, en tout cas que ce soit Benjamin, de par la ruse qui est incarnée dans ce personnage-là, de par ses facéties, son humour, ses maladresses aussi, et puis ce goût pour l'enfance. Et elle est comment cette voix alors ? En fait, c'est une voix maquillée, déguisée, qui est assez nasillarde, qui est assez troublante. Et du coup, j'avais fait écouter cette voix à Stéphane Hessel, qui a tout de suite reconnu, apparemment, celle de Walter Benjamin, et qui m'avait dit effectivement, en tout cas, ce qui me trouble, c'est que je reconnais chez lui une certaine manière de s'exprimer, une certaine manière de parler, en essayant justement de faire jouer les mots entre la langue et les lèvres. Il avait exprimé ça comme à son habitude avec beaucoup de poésie. Et en tout cas, ça ne faisait aucun doute pour lui, c'était la voix de Walter Benjamin. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, la plupart des spécialistes allemands de Walter Benjamin, ses biographes, ses interprètes, ont écouté ce témoignage de Stéphane Hessel, ont été extrêmement surpris, mais restent suffisamment, en tout cas nettement réservés. Dubitatif. Michel Portal nous accompagne aujourd'hui dans Entre les lignes sur Espace 2 pour évoquer les écrits radiophoniques de Walter Benjamin. Nous en parlons avec Philippe Baudouin et Philippe Ivernel, qui est également le traducteur de ce livre paru chez Alia. Philippe Ivernel. Ce goût pour le théâtre est très marqué chez Benjamin depuis le début. L'une de ses études les plus fortes concerne l'origine du Trauerspiel, qu'on a traduit par drame baroque allemand. Et d'autre part, à l'autre bout, la rencontre avec Brecht réaffirme et complète enfin
ce goût pour le théâtre sous le signe maintenant de l'épique au sens brechtien du terme, qui implique justement l'irruption d'un principe de montage au sein de l'écriture théâtrale, d'un principe de montage ostensible, enfin, affiché comme tel, si vous voulez, qui libère finalement l'auditeur de tout illusionnisme, de toute captivité dans l'illusion. Mettre en évidence les moyens mêmes du théâtre, c'est un principe brechtien par excellence. Mettre en évidence les moyens de la radio, c'est une certaine façon d'affirmer la technique radiophonique tout en ménageant une distance émancipatrice par rapport à elle. Est-ce que c'était aussi le moyen de prévenir, alors de manière aussi didactique et politique, de l'usage et des méfaits d'un certain usage de la radio qui allait venir par la suite? Ça me paraît évident. J'ai dit tout à l'heure que la chute des grands moyens de diffusion de masse dans la barbarie est déjà, disons, consignée comme une possibilité par Benjamin. Il n'y a pas besoin d'attendre la notion d'industrie culturelle que développeront Adorno et Horkheimer plus tard, après leur passage aux États-Unis. C'est déjà présent, finalement, dans l'esprit de Benjamin en 1930. Donc, il s'agit de conquérir la radio sur un usage négatif qu'on commence déjà à en faire et qui va s'amplifier au fur et à mesure, bien entendu, avec la prise en main de la radio qui a joué un rôle capital dans la montée du nazisme par les hitlériens, représente un danger majeur. Alors, l'utilisation de la radio et, grosso modo, de l'art et de la culture comme un moyen de consommation de masse, c'est aussi un danger menaçant. D'où l'intérêt que porte Benjamin comme Brecht à l'éveil de l'auditeur et à sa capacité d'intervenir à son tour par un moyen ou par un autre à travers le médium radiophonique. En particulier, Benjamin pense parfois à une réception collective par groupe des émissions radiophoniques. Des séances d'écoute. Des séances d'écoute, oui. Parce que le propre, évidemment, de la réception radiophonique, c'est qu'en fait, c'est une réception de masse, mais solitaire. Le récepteur est chez lui, à domicile, dans sa solitude. Et il s'agit, pour Benjamin, de rompre cette solitude quand on propose de constituer des sortes de publics ciblés, appelés à une sorte d'écoute collective. Ça veut dire une vision, comment on pourrait dire, de la radio en communauté, ou comment on pourrait appeler ça, une écoute collective et critique, disons. Oui, c'est ça, oui, collective et critique. Critique parce que collective. C'est toujours la notion de critique est capitale dans la pensée benjaminienne. On peut dire que c'est elle sur laquelle converge toute sa philosophie. Donc, la notion de popularité ou de popularisation que défend Benjamin et avec lui Brecht s'oppose à la vulgarisation au sens vulgaire. Parce que cette notion de popularité implique à leurs yeux, aux yeux de Benjamin comme de Brecht, une sorte de réponse du public interpellé, en quelque sorte, qui ne soit pas seulement un acquiescement, une approbation ou une adhésion, qui met en jeu justement sa capacité critique de coproduire à son tour le travail radiophonique par différents moyens. De quelle manière concrètement Benjamin voit cette intervention populaire, enfin, ou du peuple ou de l'auditeur, disons Philippe Baudouin. Il y a le souhait chez Benjamin de faire interagir le producteur de radio, l'homme de radio, et ses auditeurs, pratiquement parlant, pas seulement théoriquement, mais pratiquement parlant. Déjà par l'adresse. Déjà par tout un travail sur la diction, sur l'intonation, sur la formulation justement d'un propos précis, sur un sujet déterminé. Et Benjamin part d'un constat relativement amer sur l'état de la radio, l'état dans lequel se trouve ce médium à cette époque-là. Il constate, au vu des programmes proposés depuis le début des années 20, que le contenu des émissions réside sur deux plans qui, finalement, ne proposent qu'un échec de cette tentative de s'adresser aux auditeurs. Il y a d'un côté des programmes exclusifs et donc excluants, puisque ne proposant qu'une haute teneur
lenteur intellectuelle est extrêmement aride, extrêmement difficile, complexe à comprendre pour les auditeurs et du coup à s'attirer leur faveur. Et puis d'un autre côté, le pur divertissement, le pur entertainment, du coup extrêmement vulgaire, niaiseux, de simple lecture de contes très connus des auditeurs, de simples actualités extrêmement banales, etc. Et Benjamin tente d'expérimenter sur un niveau intermédiaire qui finalement proposerait une certaine réconciliation entre une haute teneur culturelle, une exigence, à vrai dire, et puis toujours ce souci pour l'humour, pour l'ironie, pour le divertissement. Et cette interaction, ce choix de réconcilier l'auteur et l'écouteur, celui qui parle et celui qui tend l'oreille, va se faire, ou en tout cas il va l'expérimenter, et puis très très vite, malheureusement, il va être censuré. Il va proposer des jeux radiophoniques, notamment, ou en tout cas un jeu radiophonique, puisqu'il n'y a eu qu'une seule émission, un Funkspiel, où il va proposer une liste de mots à des auditeurs, un groupe d'auditeurs type. Il y a déjà, on le sent avant Adorno et ses réflexions avec le projet de recherche sur la radio avec Paul Lazarsfeld qui va se faire aux États-Unis bien plus tard. Il y a déjà une certaine réflexion sociologique sur le public de la radio chez Benjamin, et lui va pratiquer finalement d'une certaine manière, il va pratiquer cette sociologie de la radio, il va en faire l'expérience en proposant une liste de mots. Il va demander aux auditeurs qu'il va inviter en studio de rédiger un poème. Donc de s'amuser avec la voix, la diction, la parole et surtout la culture, de participer à cette culture. Donc s'il y a popularité et surtout popularisation en fait de la radio, cela va pouvoir se faire de manière pratique par l'intermédiaire de ces jeux radiophoniques, mais également par une véritable réflexion sur la voix, sur l'incidence et sur la propagation. Il y a une propagation radiophonique de la voix. Benjamin en est véritablement lucide en fait. Il appelle la radio le pays des voix. Le pays des voix, c'est ça. Benjamin est un contemporain d'un théoricien de la radio aujourd'hui quelque peu oublié, mais qui est très important, qui est Rudolf Arnheim, qui rédige en 1936 un texte qui est sublime sur la radio, aussi important que pourront l'être les textes de McLuhan bien plus tard sur ces mêmes questions, sur les médias, ceux de Schaeffer aussi. Il y a cette notion très importante de l'écoute aveugle chez Rudolf Arnheim, de cette prise en compte de l'invisibilité en fait du phénomène radiophonique dans l'écriture et dans la composition d'une œuvre. Et Benjamin fait un pari en fait qui est celui de faire interagir l'homme de radio et ses auditeurs. Et donc cette interaction va se faire bien évidemment dans toute une réflexion théorique, mais du coup ça possible l'incidence pratique dans la manière de formuler les mots, dans la manière de jouer aussi avec les voix, etc. Mais également dans une manière aussi de travailler aussi avec le courrier des lecteurs. C'est-à-dire que ces jeux radiophoniques, s'ils ne se font pas avec la participation effective des auditeurs dans le studio de radio, cette participation va se faire, c'est peut-être aussi l'ancêtre des radios libres, je ne sais pas, ça va se faire par l'intermédiaire du courrier des lecteurs et du coup du courrier des auditeurs, puisque les auditeurs de l'époque étaient également des lecteurs des revues radiophoniques dans lesquelles les auteurs... Benjamin en faisait partie, Zucker, son collaborateur également, proposait de participer à différentes énigmes radiophoniques, à des petites devinettes, des petits jeux, etc. Dans des revues. Dans des revues. Et le résultat de cette convocation, de cet appel en tout cas, permettait une certaine forme d'interaction. Alors interaction indirecte, fondamentalement, mais la radio, on le sait, est un médium. Donc elle se fonde sur un élément profondément indirect, effectivement. Benjamin et Zucker, pour ce qui est en tout cas de leurs expérimentations avec les modèles radiophoniques dont on parlait tout à l'heure, et puis Benjamin, de manière générale, avec ce travail radiophonique-là, est un intermédiaire. Le speaker, c'est un intermédiaire qui est là justement pour essayer de faire se rencontrer le monde réel, la vie quotidienne des auditeurs, avec d'autres éléments hétérogènes que peuvent être la fiction, les voix, le montage, etc. Extrait, Charivari autour de Casperle, un Hörspiel de Walter Benjamin.
Doch schau her, da ist ja ein Karussell. Bittchen, ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet. Eine Fahrt kostet 5 Pfennig. So, und da muss man danach raus? Ja, natürlich, dann muss man raus. Aber wenn ich mich in ein Schiff setze? Musst du auch raus. Aber auf einen Elefanten, da kann ich da drum bleiben. Da musst du für 2 Karten bezahlen. Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus. Also, wie lang willst du denn fahren? Pour finir, je voulais revenir un tout petit peu sur le Hörspiel, qui est une forme un peu bizarre pour les francophones peut-être, ou toujours pratiquée dans la radio germanophone et suisse d'ailleurs aussi, suisse allemande. Le Hörspiel, il y a le mot jeu évidemment aussi là, le jeu, un jeu sur l'écoute, un jeu de l'écoute. C'est né avant Benjamin, mais comment ce mot-là, d'abord peut-être dire un mot sur ce Hörspiel, sur cette définition. Oui, dans Hörspiel, il y a hören, écouter, et il y a Spiel, jeu. Cela étant, on peut évidemment beaucoup appuyer sur le terme de jeu en lui donnant sa spécificité, mais on peut dire aussi, pour en diluer un peu la portée, que ce terme entre dans les compositions qui désignent le théâtre. Trauerspiel, tragédie, c'est le mot usité, enfin, depuis l'époque baroque, par opposition à la tragödie hellénique, en somme, pour désigner, justement, la tragédie moderne. La tragédie baroque, c'est-à-dire moderne. Donc, il y a ce mot spiel, en anglais aussi. Une pièce, quoi. Oui, c'est une pièce. Il n'y a pas d'autre traduction pour Hörspiel en français que pièce radiophonique, finalement. Mais évidemment, on peut donner plus ou moins d'importance au second terme de jeu. Enfin, cette importance-là se trouve également investie, finalement, dans le terme théâtral, enfin, de la pièce. La pièce théâtrale, c'est une pièce centrée autour d'un jeu, quoi. Enfin, la notion de jeu est capitale au théâtre. Notion qu'on peut aussi interpréter en différents sens, bien entendu. Donc voilà, le terme de Hörspiel se traduit en français, je ne vois pas comment dire autrement, par pièce radiophonique. Et cela étant, évidemment, le terme de jeu pour écoute prend davantage de relief, en quelque sorte, que celui de pièce radiophonique en français. Surtout si l'on considère que l'attrait ou l'intérêt de Benjamin pour le monde de l'enfance et où le jeu a une très grande part, autant dans l'objet que dans la pratique même des enfants. Benjamin accorde beaucoup d'importance au jeu enfantin, pour autant qu'il développe les capacités d'expérimentation autonome de l'enfant et de l'enfance. Donc c'est capital, bien entendu, et l'adulte porte le meilleur en lui lorsqu'il n'a pas oublié l'enfant expérimentateur qu'il a pu être. Et là, le Hörspiel pourrait être, ou la radio pourrait être un jeu expérimentateur pour l'adulte de la pensée aussi, ou simplement de l'écoute et de la pensée. Absolument, oui. Ce qui fait la pièce radiophonique, c'est, on parlait tout à l'heure de théâtre invisible, j'ajouterais peut-être théâtre immatériel, parce que la seule matière qui reste dans la pièce radiophonique, c'est justement le bruit, la musique, la voix, et ce sont autant de données qui sont faites de vibrations et non pas du tout de matière lourde. Donc la pièce radiophonique, c'est délesté de la matière lourde que représente au théâtre la scène, les décors, la présence physique de l'acteur, etc. Donc la liberté de la pièce radiophonique est grande par rapport aux pesanteurs qui ne sont pas inutiles non plus du théâtre matérialisé. Donc, du même coup aussi, le principe de montage, qui est un principe d'interruption, de possible détournement, retournement, enfin, de ce qui est en train de se faire, de se jouer, etc., fonctionne beaucoup plus activement, enfin, dans la pièce radiophonique que dans la pièce de théâtre avec toute sa matérialité. Et concernant effectivement ce terme de Hörspiel, qu'on traduit généralement en français par pièce radiophonique, à cette époque-là, dans les années 20, présente encore un caractère extrêmement expérimental et du coup s'adressant à un public assez relativement restreint.
à vrai dire, pour essayer de réfléchir sur les différents publics visés par les pièces et les travaux radiophoniques de Benjamin. Le Hörspiel est peut-être le plus exigeant. Le plus exigeant parce que c'est une des rares formes qui présente une certaine forme de radicalisme dans l'écriture et dans l'expérimentation radiophonique, non seulement parce qu'elle se joue des codes même de la radio, mais également parce qu'elle bouscule, elle fait s'entrechoquer les matériaux, elle invente cette forme-là de nouvelles règles. Et il y aurait peut-être un double impératif aussi dans le terme de Hörspiel. Écoute et joue, écoutez et essayez de jouer, essayez aussi vous de vous amuser de l'autre côté du poste avec ce qu'on vous donne à entendre. Cette question d'action, d'interaction ludique entre l'auteur de radio et son auditeur peut, selon moi, aussi avoir été inspirée chez Benjamin par sa pratique du théâtre prolétarien avec Assia Lassis, qu'il rencontre au milieu des années 20 et avec qui il va travailler sur un programme pour un théâtre d'enfants prolétarien, un programme qu'il va rédiger en 1930, un programme d'inspiration nettement communiste qu'il a rédigé pour justement Assia Lassis, qui s'occupait à Orel, donc dans la Russie des années 20, d'orphelins, d'enfants abandonnés, etc., en essayant de les réinsérer socialement par l'intermédiaire du théâtre dans la vie quotidienne. Et effectivement, on peut se demander si ce jeu-là, si cette mise en scène-là, et donc du coup cette mise en onde dans le Hörspiel, a fortiori pour celui qui s'adresse aux enfants, moi je pense à Charivari autour de Casperle, au Cœur froid, à travers ces pièces résolument ludiques, s'il n'y a pas eu chez Benjamin une tentative d'expérimenter ces apports d'inspiration communiste, d'un théâtre prolétarien, de s'inspirer de ces données-là et de les incruster, d'imprégner profondément son écriture radiophonique de cette influence. J'introduis une nuance là, s'agissant du programme pour un théâtre d'enfants prolétarien. Le programme pour un théâtre d'enfants prolétarien met l'accent sur deux moments essentiels dans ce genre de pratique théâtrale. Le moment de l'observation, d'une part, pour les groupes d'enfants qui sont sollicités d'entrer en théâtre, en quelque sorte, le moment de l'observation et le moment de l'improvisation, qui donne sa place à la spontanéité de l'enfance en tant qu'elle est portée par une dynamique novatrice, devant laquelle les adultes deviennent un public finalement admiratif, parce qu'ils retrouvent là des capacités de mobilité et d'irruption dans la vie quotidienne qu'ils auraient pu avoir perdu. Et ce programme pour un théâtre d'enfants prolétarien n'est pas de ce fait un théâtre à programme, même pas à programme communiste, parce que Benjamin met à l'écart le jeu expérimental des enfants de l'idéologie proprement dite, qui est vue, s'agissant de l'enfance en tout cas par Benjamin, comme un frein justement au jeu expérimental. Donc ce programme pour un théâtre d'enfants prolétarien, je veux bien qu'il soit d'inspiration communiste, mais pas au sens idéologique du terme, au sens d'une pratique qui ne se laisse enclore dans aucune norme donnée à l'avance. Théâtre et radio, ce n'est peut-être pas un sentiment d'harmonie qu'éveille la considération de ces deux institutions dans un esprit non prévenu. Certes, le rapport de concurrence n'est pas tout à fait aussi accentué ici qu'entre radio et salle de concert. Néanmoins, on connaît par trop d'un côté l'activité toujours en extension de la radio et, de l'autre, la détresse toujours croissante du théâtre, pour être à même de se faire d'emblée une idée d'un partenariat entre les deux. Malgré tout, un tel partenariat existe bien, et ce depuis un certain temps. Théâtre et radio, sur le contrôle mutuel de leur travail éducatif, écrit radiophonique Walter Benjamin.